Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est David Mick. Bonjour. Bonjour, moi. Ah, you speak French, thank you. Oui. Thanks for being here. Merci d'être là avec nous. Directeur général du laboratoire pharmaceutique Ipsen. Vous avez publié hier votre chiffre d'affaires pour le compte du troisième trimestre et les ventes d'Ipsen sont en croissance à deux chiffres, une progression de 16%, dont 14,5% de croissance interne. Donc là, on dit merci à la somatuline, c'est l'anticancéreux phare d'Ipsen. Merci à la somatuline. Vous savez, sur les 9 premiers mois de 2019, ils ont été spectaculaires, avec une croissance de 20% par rapport à la même période de la dernière. Nous sommes très enthousiastes. Somatuline est un actif clé de notre croissance. C'est notre actif principal et sa croissance est de 19% année après année, ce qui est formidable. Et dans leur ensemble, les ventes du groupe sont impressionnantes, avec 14,5% de croissance interne et plus 16% globalement. Le momentum de croissance se poursuit et l'histoire de croissance se poursuit pour Ipsen. La somatuline is like a billion-dollar blockbuster, around, pas très loin d'1 milliard de dollars de recettes. Hein. Oui, tout à fait. Pour la première fois en 2018, somatuline a dépassé ce seuil de blockbuster qui est de 1 milliard de dollars de ventes. Et cette année, nous sommes confiants dans le fait qu'il va dépasser ce seuil en euros à plus d'1 milliard d'euros. Donc tout se déroule bien. C'est un médicament formidable pour traiter les tumeurs neuroendocrines, une forme rare de cancer, et l'acromégalie, qui est une maladie rare. Quels sont les futurs et les autres et les futurs blockbusters d'Ipsen? Nous avons un certain nombre de produits qui ont, au-delà de somatuline, le potentiel d'être des niche busters avec des ventes de 500 millions de dollars et plus. Nous en avons un certain nombre qui pourraient nous amener dans cette zone. Decapeptyl, notre deuxième plus gros produit dans le cancer de la prostate, il continue une belle histoire de croissance élevée à un chiffre. Dans l'ensemble que nous regardons Dysport, les ventes totales sont supérieures à 600 millions de dollars par an. Et Cabometyx se dirige vers ce seuil de 500 millions de dollars si tout se passe bien. Notre prochain produit qui pourrait également entrer dans cette zone, selon la gestion du cycle de ce produit, c'est Onivyde, un autre produit contre le cancer. Enfin, nous sommes ravis de la transaction que nous avons fait plus tôt dans l'année avec le rachat de Clementia, en vue d'un potentiel traitement pour une maladie ultra rare, la fibrodysplasie ossifiante progressive, FOP, et l'autre, très rare, les ostéochondromes multiples. Si ce candidat médicament se développe aussi bien que nous espérons et que nous pensons qu'il le fera, il aura, selon nous, le même potentiel que somatuline dans les années à venir. Donc vous n'êtes pas trop dépendant, you're not too dependent on somatuline, de la somatuline? Tout à fait, David. C'est ce que nous avons essayé de faire ces dernières années, c'est-à-dire diversifier le portefeuille. Quand on regarde la big picture, nous voulons être une société innovante, leader dans la médecine de spécialité. Et dans cette médecine de spécialité, il y a trois sous-ensembles: l'oncologie, les neurosciences et les maladies rares. Aujourd'hui, nous mettons un accent particulier sur l'oncologie. Nous sommes dans le top 15. Et sur les autres? Encore une fois, parler de l'oncologie, des neurosciences, des maladies rares. Vous avez cette ambition d'être leader, vous en êtes où aujourd'hui? Dans toutes nos catégories de produits, nous sommes déjà numéro 1 ou numéro 2 en termes de part de marché. Leader dans les cancers rares, leader dans les maladies rares. Nous sommes déjà leaders. Nous voulons renforcer notre leadership dans les maladies rares, les autres maladies rares et les tumeurs solides. Et nous sommes déjà dans le top 15 des sociétés pour le cancer et nous sommes une de celles qui croient le plus vite également. Bon, c'est intéressant aussi de parler des molécules, on en a parlé rapidement, mais les molécules innovantes. Je crois qu'il y a 5 molécules innovantes qui sont actuellement en test clinique, en développement clinique, donc que vous testez, que vous essayez chez l'homme. Voilà, quelles sont ces 5 molécules et aussi les demandes d'autorisation de mise sur le marché? On en est où rapidement sur les produits les plus phares qui ont du potentiel? Dans les essais cliniques en cours, pour les traitements sur lesquels nous sommes les plus avancés, on peut commencer par palovarotène, issu de l'acquisition de Clementia. Nous pensons demander une demande d'enregistrement auprès de la FDA en 2020 et ensuite en Europe et pour le reste du monde. C'est une maladie très rare, la fibrodysplasie ossifiante progressive, FOP.
Ce sera la première demande d'autorisation de mise sur le marché que nous aurons en 2020. Et nous avons deux autres indications à venir pour palovarotène. L'une pour la FOP, dans le cadre d'un traitement chronique pour le patient, et une autre dans les ostéochondromes multiples. Ces deux maladies touchent des enfants jusqu'à l'âge adulte. Le deuxième, c'est Cabometyx. Nous avons des essais cliniques à un stade avancé dans le cancer du foie. Nous avons un essai de phase 3 dans le cancer du foie avec des inhibiteurs de checkpoint. Nous avons également un essai global de phase 3 avec Cabometyx et des inhibiteurs de checkpoint pour une utilisation en front-line dans le cancer du rein. Et nous venons juste de commencer deux phases 3 pour Onivyde. Un dans le cancer du poumon à petites cellules, qui touche 15% des patients qui ont un cancer du poumon, mais avec un besoin non satisfait dans cette indication. Et nous démarrons également un essai en front-line dans le cancer du pancréas métastatique. Et malheureusement, les patients qui ont un cancer du pancréas, 80% meurent dans l'année où leur cancer a été diagnostiqué. Donc là aussi, un besoin significatif pour ces patients. Voilà quelques-uns de nos programmes les plus avancés. Donc le pipeline, the pipeline is full. Le pipeline est plus riche qu'il ne l'a jamais été. Nous sommes très enthousiastes sur l'avancée de notre pipeline. Et pas juste sur la phase avancée de ce pipeline. En 2020, nous aurons plus de 6 programmes en phase avancée de développement. Nous avons également en phase 2, plus spécifiquement, notre neurotoxine, avec 2 études de phase 2 d'envergure en cours, avec notre neurotoxine principale, Dysport. Nous avons également un programme de radiopharmaceutique pour le cancer, qui entre en phase 2. Et notre pipeline early stage se développe aussi très bien. Notre pipeline n'a donc jamais été aussi riche chez Ipsen, et nous réinvestissons énormément de nos ressources en recherche et développement. On en parle beaucoup moins, mais Ipsen, en France notamment, c'est aussi voilà, c'est le Smecta, c'est le Prontalgine. Ce sont des produits pharmaceutiques, comme on dit OTC, sans ordonnance. C'est le passé pour Ipsen ou, parce que les ventes déclinent, je crois, non? Notre activité de consumer healthcare représente aujourd'hui 10% de notre activité. Cela fait partie de la transformation d'Ipsen, qui met l'accent sur la médecine de spécialité innovante durant ces dernières années. C'est le passé. C'est le passé, mais ces médicaments, comme le Smecta, est aujourd'hui numéro 1 en part de marché en France, en Chine, en Russie, en Algérie. Smecta est un produit phare dont nous sommes très fiers. C'est finalement plus que notre activité de médecine de spécialité a considérablement augmenté depuis. On parlait avec vous, David Meek, de la biotech canadienne Clementia. Il faut le dire, plus grosse acquisition de l'histoire d'Ipsen, 1 milliard de dollars. Vous ne doutez pas un seul instant, à la fois évidemment du bienfait de cette acquisition, puisque c'est la vôtre, mais aussi du prix que vous avez payé, parce que pour le coup, on sent que la bourse, pour l'instant, est un petit peu dubitative, parce que notamment en termes d'endettement, ça fait bondir votre endettement qui maintenant est à 1,5 milliard. Nous sommes totalement confiants dans l'acquisition de Clementia. Il y a 3 choses que nous regardons quand nous achetons un actif ou une société. Le côté stratégique, financier et enfin l'intégration. Côté stratégique, nous disons depuis des années que nous voulons avoir un rôle accru dans les maladies rares. Clementia apporte un produit first in class, apporte un nouveau standard de traitement et sera le seul traitement approuvé pour les patients souffrant de FOP et potentiellement les ostéochondromes multiples. Donc 2 indications potentielles, chacune d'entre elles pouvant devenir un driver de valeur significative pour Ipsen. Stratégique, it's okay, it's fine. D'un point de vue financier, oui, nous avons payé le plus gros montant que nous ayons jamais payé. And not too much, pas trop? Mais pas trop. Nous avons regardé les chiffres, les ratios financiers, et ça s'inscrit très bien dans ce que nous voulons devenir. C'est pas surpayé, it's not overpaid. Non, ce n'est pas surpayé. C'est la beauté d'Ipsen. Nous pouvons regarder sur le long terme et le retour à long terme attendu pour cette acquisition est impressionnant. En fait, nous considérons que cela va commencer à générer des revenus dès 2020 et des revenus importants dès 2021. Ce n'est qu'une petite infrastructure qui est requise pour commercialiser cet actif. La plupart des essais cliniques sera réalisés d'ici 2022. Ça aura un impact très positif sur l'équation coût-bénéfice de la société dès le début des années 2020. Et l'intégration, c'est une équipe d'une 50aine
centaine de personnes et l'intégration se déroule très bien avec nos collègues de Clémentia. Beaucoup d'entre eux sont encore avec Ipsen aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres acquisitions, David Mick, de cette taille comme ça? Elles sont exclues dans l'année qui vient ou vous vous laissez l'opportunité, pourquoi pas, de partir sur une nouvelle grosse cible ou il faut d'abord digérer cette acquisition? Une question formidable, David. Give me a fantastic answer. J'ai aussi une réponse formidable pour vous. Notre ratio dette sur excédent brut d'exploitation, nous voulons maintenir ce ratio à 2. Aujourd'hui, après l'acquisition de Clémentia, nous avons encore plus de 300 millions disponibles pour acquérir de nouveaux actifs. En fait, nous avons annoncé il y a 2 semaines un partenariat avec la société Blueprint afin de financer un autre actif dans la FOP. Nous sommes très enthousiastes sur ce partenariat annoncé il y a 2 semaines. Il a pris 25 millions de nos liquidités. Pas de prochain gros Clémentia en vue dans les prochaines années. Donnez-nous une année. Notre bilan est solide, nous générons énormément de cash. D'ici la fin de 2020, nous reviendrons avec de nouveau 1 milliard pour faire des investissements. Mais dans l'intervalle, nous continuerons à surveiller et à acquérir des produits en early stage. Notre équipe de business développement est très active. Notre stratégie de croissance externe dans l'innovation est fondamentale. Donc à la fin de l'année prochaine, un nouveau milliard sera alors disponible. We'll talk about it when you'll come back. On en reparlera quand vous reviendrez. Bon, il faut parler de la bourse. On est sur Boursorama, bien sûr. La bourse, on voit bien qu'il redoute, David Mick, la concurrence des génériques sur ce blockbuster à $1 milliard, la somatuline. Cette crainte, pour vous, elle est justifiée, elle est excessive? Pour somatuline, notre plus gros produit, laissez-moi rappeler les faits. Nous avons un brevet aux États-Unis jusqu'en décembre 2021. Nous sommes protégés jusqu'à cette date. It's the day after tomorrow. C'est après-demain. Oui, ça arrive vite. En Europe, nous n'avons plus cette protection pour somatuline et les produits de cette classe. Nous et nos compétiteurs. Mais nous n'attendons aucun impact des génériques, que ce soit en 2020 ou cette année. Nous n'attendons pas d'impact. Alors pourquoi la bourse a peur? Pourquoi? Why the stock market is having fear about this? Je pense que c'est l'incertitude. Quand une société travaille pour faire approuver un générique, ils ne sont pas transparents, ils n'ont pas besoin de l'être. Donc dans bien des cas, ces produits peuvent être développés sans faire de bruit. Mais ces médicaments sont très complexes à produire. La chaîne de contrôle, la conception, à la distribution est très complexe, très chère, très risquée. Donc c'est l'incertitude. Est-ce que quelqu'un va être capable de faire ça ou pas? Ce n'est pas 100%, mais c'est une incertitude et nous nous y préparons. D'ailleurs, dans notre guidance pour 2020, nous avons prévu que nos ventes allaient pouvoir atteindre 3,2 milliards avec une marge opérationnelle autour de 32%, et nous avons intégré ça. Donc, avec notre croissance prévue de 9,5% entre 2018 et 2022, intègre qu'il y aura un générique de somatuline sur le marché. Donc si ça ne se passe pas, il pourrait y avoir un relèvement d'objectifs en 2022. Ok, bon, alors, sauf que quand on regarde le titre Ipsen, coté en bourse, il recule depuis le début de l'année de 19%, alors que le SBF 120, dans le même temps, fait plus 19%. Et là, on se dit, voilà, pourquoi est-ce que le marché vous sanctionne alors que les résultats, on le voit bien, trimestre après trimestre, sont solides, sont là? Sur les 3 dernières années, notre action a progressé de plus de 60%. Pourquoi ce paradoxe? C'est ce dont nous venons de parler. C'est l'incertitude que fait peser l'arrivée d'un générique. Il y a eu l'arrivée d'un générique d'un de nos principaux compétiteurs un peu plus tôt dans l'année. Nous avons vu au 3e trimestre autant nos concurrents que nous, mais nous en particulier, nous avons connu une croissance très forte de somatuline. Donc je pense que le marché va comprendre que tout impact sur somatuline directement, ça ne va pas être ce qui a été anticipé par certains. Comme je l'ai dit, il n'y aura pas d'impact d'un générique de somatuline. Il y aura un impact de prix, mais nos volumes vont continuer à progresser, comme nous l'avons vu au 3e trimestre et comme nous l'espérons en 2020. Et je pense que le marché comprend, que le marché va comprendre que l'impact va être graduel
qu'il va décliner progressivement, mais qu'il n'y aura pas de décrochage. Et nous avons été très clairs là-dessus. Il y a une chute quand même depuis la mi-juillet. On est passé de 120 € à 90 € sur le titre. Cette correction, comment vous l'avez expliqué? C'est ce qu'on vient de dire là? Oui, je pense que c'est l'impact du générique de Sandostatin, le médicament de Novartis, qui est arrivé sur le marché. Pour la première fois, c'était une théorie, une projection, et c'est arrivé. Et le marché a réagi à ça. Mais les fondamentaux sont solides. Quand vous parlez à nos investisseurs, les fondamentaux sont solides, la stratégie se déroule comme prévu, comme nous l'avons vu avec le troisième trimestre, la croissance du portefeuille à travers le monde est à 2 chiffres. Ouais, la banque Morgan Stanley, elle vous aime bien. Ils écrivent il y a quelques jours que le cours d'Ipsen méritait mieux que les 92 € actuels, avec un objectif de 130 € sur le titre. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez, David Mick, pour que la bourse arrête de moins vous valoriser que vos concurrents et aller vers cet objectif de 130 €? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'histoire de croissance, la croissance des ventes, l'amélioration de la rentabilité et le renforcement du pipeline. Si nous accomplissons ces 3 choses, nous verrons que le cours de l'action peut revenir à ce qu'il devrait être. Oui, c'est ça, continuer la croissance. Somatuline est le contributeur clé à la croissance, un contributeur clé pour Ipsen depuis de nombreuses années. Si les autres produits continuent leur croissance solide à 2 chiffres avec Cabometyx, Dysport, Onivyde, Decapeptyl, et donc on lance Palovarotene, la montée en puissance sera plus rapide. L'histoire de croissance est là. Donc ça veut dire qu'à 90 €, Ipsen, c'est une occasion à saisir en bourse? À mon avis, mon opinion personnelle, complètement. Oui, je pense tout à fait. C'est le bon moment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, David Mick. Merci David. Merci. Donc David Mick, directeur général du laboratoire pharmaceutique Ipsen, qui était l'invité de la grande interview sur Boursorama.